La sueur qui perlait sur le front d'Arthur Dubois n'avait rien à voir avec la chaleur parisienne. C'était un titan de l'industrie, un homme qui pouvait faire basculer les marchés d'un simple coup de fil. Pourtant, il se trouvait là, pris au piège dans une cage dorée qu'il avait lui-même construite. Dans la réunion la plus importante de sa vie, un enjeu colossal de 850 millions d'euros, il était totalement impuissant. Son homologue japonais était assis en face de lui, leurs visages semblables à des masques de pierre, prêts à se lever et à partir. Son traducteur avait disparu. Son empire était en jeu, et la seule personne qui semblait comprendre le compte à rebours silencieux de sa ruine imminente était la serveuse qui lui versait de l'eau. L'air dans le salon privé du restaurant Le Cénacle était si lourd qu'on aurait pu le découper au couteau. Il sentait l'argent, le vieil argent, le nouvel argent, et surtout, l'odeur métallique et nerveuse de l'argent sur le point d'être perdu. Arthur Dubois, fondateur et PDG de Dubois Capital Partners, sentit une unique goutte de sueur tracer un chemin glacial le long de sa tempe. Il l'essuya subtilement avec une serviette amidonnée, sa main un modèle de stabilité qui trahissait la symphonie frénétique de panique qui se jouait dans sa poitrine. C'était un homme habitué au contrôle. Son monde était une machine méticuleusement calibrée d'horaires, d'analyses et de résultats qu'il avait prédéterminés. Son Gulfstream G700 était ravitaillé et prêt avant même qu'il ne connaisse sa destination. Ses costumes venaient de chez Sifonelli, ses montres étaient des Patek Philippe et ses assistants étaient des devins. Mais aujourd'hui, l'engrenage le plus critique de sa machine avait cédé, son traducteur. Un homme guindé et imperturbable nommé Georges Albert avait disparu. Évaporé. Un seul SMS énigmatique envoyé une heure plus tôt était tout ce qu'il avait, urgence médicale inévitable. Mais plus plates excuses. Les excuses n'allaient pas sauver un accord qui ne tenait déjà qu'à un fil. De l'autre côté de la table en acajou poli se trouvait M. Kanjiro Tanaka et ses 2 lieutenants de Tanaka Precision Manufacturing. Ils représentaient la vieille garde de l'industrie japonaise, une entreprise qui fabriquait des composants de haute précision depuis avant la naissance du grand-père d'Arthur. Arthur voulait les acquérir pour intégrer leur technologie inégalée dans son portefeuille aérospatial. C'était une acquisition de 850 millions d'euros, la pierre angulaire de son plan stratégique quinquennal. La délégation Tanaka était à Paris depuis 3 jours. Les négociations avaient été brutales, une danse délicate de chiffres et d'honneurs. Ils s'étaient finalement mis d'accord sur la valorisation, la structure de l'entreprise, tout sauf une dernière clause, exaspérément sentimentale. Elle concernait les garanties de retraite et d'emploi à vie pour 300 des plus anciens employés de Tanaka. Pour Arthur, c'était un passif de 45 millions d'euros au bilan. Pour M. Tanaka, c'était une question de jiri, un concept japonais complexe de devoirs et d'obligations sociales que le MBA de l'INSEAD d'Arthur ne l'avait jamais préparé à affronter. Aujourd'hui devait être la poignée de main finale. Georges était censé être le pont, celui qui traduirait l'offre finale et agressive d'Arthur en une symphonie de protocoles commerciaux japonais respectueux. Sans lui, Arthur était muet. M. Tanaka jeta un coup d'œil à sa Seiko Vintage, une montre bien plus sobre et infiniment plus intimidante que la Patek en platine d'Arthur. Le geste était clair. Le temps était écoulé. « Monsieur Dubois, dit Tanaka, son français lourd mais précis. Nous avons apprécié votre hospitalité. Cependant, ce retard est regrettable. » Arthur força un sourire qui ressemblait à de la porcelaine craquelée. « Mes excuses, monsieur Tanaka. Un problème soudain avec mon associé. Il devrait être là d'un moment à l'autre. Peut-être un peu plus de champagne. Le Dom Pérignon 96 est exceptionnel. » Il fit un vague geste, espérant qu'un serveur se matérialiserait. Le regard de Tanaka était plat. « Nous ne buvons pas lorsque les affaires ne sont pas terminées. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Une condamnation à mort pour l'accord. L'esprit d'Arthur s'emballa. Il pouvait appeler son bureau de Paris, mais trouver un traducteur financier japonais de premier ordre dans les 10 prochaines minutes était impossible. Il regardait 850 millions d'euros et le respect de toute son industrie se dissoudre sous ses yeux à cause d'un seul homme manquant. Le silence s'étira, amplifié par le tintement lointain et assourdi des couverts de la salle à manger principale. C'était le son d'un monde qui continuait sans lui. Chaque tic-tac de l'horloge grand-père ornée dans le coin de la pièce était un coup de marteau sur son sang-froid. Il regarda les visages impassibles des hommes japonais, puis le téléphone inutile dans sa main. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Arthur Dubois, le maître de l'univers, était bel et bien piégé, et il était sur le point de tout perdre. La tension était devenue une entité physique, un 4e invité à table, invisible mais pesant de tout son poids sur les épaules d'Arthur. Il sentait le tissu de sa chemise sur mesure collé à sa peau. Il essaya de se remémorer les bases du japonais qu'il avait apprises pour un voyage d'agrément des années auparavant. Konnichiwa. Arigato. Des mots inutiles.
Il avait besoin du vocabulaire des fusions-acquisitions, de la finance, du droit des sociétés. Il avait besoin du langage de la nuance, du respect, de l'honneur. Il ne possédait rien de tout cela. Il se sentit comme un homme analphabète tentant de lire un traité de physique nucléaire. L'arrogance qu'il avait si bien servi toute sa vie, cette certitude d'être toujours l'homme le plus intelligent de la pièce, s'était évaporée, le laissant nu et vulnérable. Il était réduit à l'impuissance, un géant enchaîné par son ignorance. Les lieutenants de Tanaka commencèrent à murmurer entre eux en japonais, leur voix basse mais coupante. Arthur n'avait pas besoin de traduction pour comprendre le ton. C'était un mélange de mépris et de frustration. Il parlait de lui, de son manque de préparation, de ce manque de respect flagrant. Chaque syllabe était un clou de plus dans le cercueil de l'accord. Il risqua un autre regard vers M. Tanaka. Le vieil homme ne participait pas à la conversation. Il regardait par la fenêtre, son profil dessiné sur la lumière déclinante de Paris. Semblait-il déçu, en colère, ou simplement las de ce jeu de dupes occidentales? Arthur ne pouvait pas le dire. C'était cela, le plus frustrant, l'incapacité de lire la pièce, de déchiffrer les signaux non-verbaux qui constituaient 90% de toute négociation. Il était aveugle et sourd, et son empire chancelait en conséquence. Il pensa à ses concurrents, en particulier à Cyrus Vasseur, un homme qui se délecterait de son échec. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre, Dubois a perdu l'affaire Tanaka. Il n'a pas pu la conclure. La perception était la réalité dans son monde, et la perception d'un échec aussi spectaculaire serait dévastatrice. Ses actions chuteraient. Ses investisseurs douteraient. Vasseur, tel un requin sentant le sang, commencerait à tourner autour de ses autres actifs. Ce n'était pas seulement 850 millions d'euros qu'il perdait. C'était l'élan, la réputation, l'aura d'invincibilité qu'il avait mis des décennies à construire. Et tout cela à cause d'un traducteur qui avait, prétendument, une urgence médicale. La suspicion commença à ronger Arthur. Était-ce une coïncidence? Ou était-ce un sabotage? Vasseur était connu pour ses tactiques sournoises. Éliminer un traducteur clé à la dernière minute, c'était exactement son style. La pensée ne fit qu'ajouter une couche de rage impuissante à sa panique. Il se sentait joué, surpassé. Le grand Arthur Dubois, pris pour un amateur. La porte du salon privé s'ouvrit doucement. Le maître d'hôtel entra, son visage une étude de professionnalisme fin qui masquait mal une curiosité intense. « Monsieur Dubois, désirez-vous quelque chose ? Puis-je vous proposer un digestif? Ou peut-être le café ?» C'était un coup de grâce subtil, une façon polie de demander. « Alors, c'est fini ?» Arthur sentit la dernière once de son contrôle s'effriter. « Non, dit-il, sa voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Laissez-nous. » Le maître d'hôtel s'inclina et recula, fermant la porte derrière lui. L'acte final semblait joué. Le silence qui s'ensuivit fut le plus assourdissant de tous. Il ne contenait plus d'attente, seulement la finalité. Monsieur Tanaka détourna son regard de la fenêtre et le posa sur Arthur. Il y avait une tristesse dans ses yeux, une déception qui était presque pire que de la colère. Il plaça ses deux mains à plat sur la table, un geste préparatoire pour se lever. C'était fini. Vraiment fini. Arthur ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, un dernier appel désespéré. Mais aucun son ne sortit. Il n'avait pas les mots. Pas dans la langue qui comptait. Isabelle Rossi se déplaçait dans la somptueuse salle à manger avec une économie de mouvement qui frisait l'invisibilité. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée au cours de 2 longues années. Pour les clients du Cénacle, elle n'était qu'une partie du service impeccable d'un restaurant étoilé Michelin. Une main qui remplissait un verre, une autre qui débarrassait une assiette, une présence silencieuse qui ne s'imposait jamais. Mais Isabelle voyait tout. Elle voyait la lueur désespérée dans les yeux du jeune financier essayant d'impressionner sa compagne avec un vin qu'il ne savait pas prononcer. Elle voyait la tension subtile entre la femme du monde et son mari, alors qu'ils picoraient leur entrée saupoudrée de truffes. Et depuis 1 heure, elle était parfaitement consciente de la crise qui montait dans la salle privée, le salon privé. De son poste de service, elle avait une vue claire, bien que discrète, de la table. Elle reconnut immédiatement Arthur Dubois. Son visage était une figure régulière dans les Échos et le Figaro Économie, des publications qu'elle lisait encore religieusement, un rituel masochiste d'une vie qu'elle ne menait plus. Elle connaissait aussi Tanaka Précision. Durant sa dernière année à la London School of Economics, elle avait rédigé sa thèse sur les dynasties industrielles japonaises de l'après-guerre, et la famille Tanaka avait constitué un chapitre clé. Elle savait ce que Dubois représentait, le capitalisme agressif, disruptif, de la terre brûlée. Elle savait ce que Tanaka représentait, la tradition, l'honneur
et une approche paternaliste des affaires qui étaient en voie d'extinction. C'était un choc des civilisations qui se jouait autour d'une bisque de homard. Sa propre histoire était un fantôme dans cette pièce. Il y a 4 ans, elle était Isabelle Rossi, l'étoile montante du bureau londonien de Goldman Sachs, en voie rapide pour le bureau de Tokyo. Son japonais était impeccable, affiné lors d'un programme d'immersion de 2 ans à l'université Waseda. Elle comprenait non seulement la langue, mais aussi la culture, l'importance de sauver la face, l'art de lire l'air, le réseau complexe d'obligations qui régissait chaque interaction. Puis sa mère était tombée malade, une maladie dégénérative rare qui exigeait des soins constants et avait englouti chaque centime de sa prime d'embauche et de ses économies. Elle avait quitté son emploi, les avait déménagés dans un petit appartement à Paris pour être près d'un spécialiste, et avait pris le premier travail qui pouvait s'adapter aux heures brutales et imprévisibles d'une aide-soignante. Servir des tables dans un restaurant 2 étoiles Michelin, payer les factures. C'était une existence anonyme, physiquement exigeante, qui la laissait trop épuisée pour pleurer la brillante carrière qu'elle avait perdue. Elle observait la scène se dérouler. Elle vit la bravade de Dubois s'effondrer en une panique à peine dissimulée. Elle entendit des bribes de la conversation, ses excuses guindées, le français froid et sec de Tanaka. Quand le lieutenant de Tanaka, un homme plus jeune nommé Kenji, murmura à son patron en japonais, le sang d'Isabelle se glaça. C'est une insulte, Tanaka-sama. Une perte de temps. Tanaka avait répondu par un soupir silencieux qui sonnait comme une finalité. Nous avons terminé ici. Isabelle vit M. Tanaka poser ses mains sur la table, le signe universel pour se lever et partir. Elle vit la terreur abjecte vaciller sur le visage d'Arthur Dubois. À cet instant, elle vit 2 ans d'épuisement, de désespoir silencieux, de sentiment d'être totalement invisible, se fondre en une seule pensée terrifiante. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Sa mère était décédée il y a 6 mois. Le chagrin était une douleur creuse, un compagnon constant. Ce travail était une impasse. Son esprit brillant s'atrophiait, utilisé uniquement pour mémoriser les plats du jour et les accords mets-vins. Dubois était un requin, le genre d'homme qui aurait été son patron ou son rival. Elle ne lui devait rien. Mais sa thèse sur Tanaka Précision lui revint en mémoire. La reconstruction de l'entreprise après la guerre, son engagement envers ses travailleurs, l'histoire de la promesse du fondateur à ses premiers employés qu'ils auraient toujours une place. C'était de cela qu'il s'agissait. Elle le savait jusqu'au plus profond de son être, et elle savait que Dubois, avec sa focalisation américaine sur la valeur actionnariale, ne le comprendrait jamais seul. Monsieur Tanaka commença à reculer sa chaise. Le visage de Dubois devint blême. Isabelle prit une profonde inspiration, redressa son tablier impeccable et quitta son poste. Elle ignora le regard frénétique et interrogateur du maître d'hôtel du restaurant. Chaque instinct lui criait de rester invisible, de ne pas risquer la seule sécurité qu'elle avait. Mais un autre instinct, longtemps endormi, prit le dessus, l'instinct d'une stratège, d'une résolveuse de problèmes, de la femme qui avait été diplômée major de sa promotion. Elle se dirigea vers le salon privé, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle retournait dans un monde qu'elle pensait l'avoir oublié. Le son qui brisa le silence suffocant ne fut pas le raclement de la chaise de M. Tanaka, mais le raclement de gorge doux, presque excusé, d'une personne. Arthur Dubois, M. Tanaka et ses 2 associés se tournèrent tous vers la porte. Se tenait là la serveuse, Isabelle. Arthur se souvint vaguement d'elle, une présence fugace remplissant son verre d'eau plus tôt. Elle était grande, avec des cheveux sombres ramenés en un chignon sévère mais élégant, et des yeux qui possédaient une profondeur et une intelligence surprenantes. Il était sur le point de la congédier d'un geste, de grogner quelque chose sur le caractère privé de la réunion, quand elle parla. Ces mots ne lui étaient pas destinés. Elle s'adressa directement à M. Tanaka, inclinant légèrement la tête dans un geste de respect formel parfait. « Tanaka-sama, mes plus sincères excuses pour cette intrusion. Puis-je vous demander un moment de votre temps ?» L'effet fut instantané et sismique. Les 3 hommes japonais, qui étaient à quelques secondes de partir, se figèrent. Leurs expressions passèrent d'une impatience glaciale à une stupéfaction totale. M. Tanaka la dévisagea, plissant les yeux. Ce n'était pas seulement qu'elle parlait japonais. C'était la façon dont elle le parlait. Sa prononciation était impeccable. Sa cadence et son utilisation du keigo, le langage honorifique, étaient celles d'une locutrice native très éduquée. Arthur était tout aussi abasourdi, mais pour une raison différente. Il sentit une vague d'espoir irrationnel, si intense qu'elle lui donna le vertige. « Qu'est-ce que vous venez de dire » demanda-t-il, sa voix un murmure rauque. Isabelle ne le regarda pas. Elle garda toute son attention sur M. Tanaka, maintenant le protocole crucial de s'adresser à la personne la plus haut placée dans la pièce. M. Tanaka répondit,
sa voix empreinte d'une curiosité prudente. « Et vous êtes ?» « Je m'appelle Isabelle Rossi, » dit-elle, toujours en japonais. « Je suis une humble servante de cet établissement. Cependant, j'ai surpris votre conversation et j'ai senti qu'un malentendu était sur le point de causer un grand désagrément. Si le traducteur de M. Dubois a été retardé de manière inattendue, peut-être pourrais-je offrir une assistance temporaire pour assurer que cette importante réunion ne soit pas gâchée. » Elle choisit ses mots avec une précision chirurgicale. Elle n'offrit pas de traduire. Elle offrit d'être d'assistance. Elle n'appela pas la situation un problème, mais un désagrément. Elle présenta son intervention comme un acte de service envers eux, pour leur faire gagner leur temps précieux. C'était une leçon magistrale de diplomatie culturelle japonaise. Kenji, l'associé plus jeune, ricana doucement. Une serveuse, Tanaka-sama. C'est absurde. Mais M. Tanaka leva une main, le faisant taire. Il étudia Isabelle un long moment. Il ne vit pas une servante, mais une femme d'un aplomb immense. C'était un homme qui avait bâti un empire sur sa capacité à juger le caractère, et quelque chose chez cette femme était extraordinaire. Il fit un léger signe de tête, presque imperceptible. « Très bien, Rossi-san. Veuillez vous joindre à nous. » Isabelle inclina de nouveau la tête, puis se tourna enfin vers Arthur Dubois. Son expression était maintenant froidement professionnelle. « Monsieur Dubois, avec la permission de Monsieur Tanaka, je vais faciliter votre conversation. Veuillez parler lentement et clairement. Je transmettrai votre sens, pas seulement vos mots. » Arthur était sans voix. Il hocha simplement la tête, son esprit en plein désarroi. Le maître d'hôtel planait maintenant à l'embrasure de la porte, son visage un masque d'horreur face à cette violation catastrophique du protocole. Isabelle lui lança un regard calme, ferme et totalement en contrôle, et il battit en retraite comme s'il avait heurté un mur de verre. Elle tira une chaise inutilisée vers le coin de la table, se positionnant légèrement en retrait et entre les deux parties, une position de pont neutre. La dynamique dans la pièce avait été irrévocablement modifiée. Un instant auparavant, c'était une impasse entre deux titans. Maintenant, le centre du pouvoir s'était déplacé vers une serveuse en tablier noir. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix maintenant un français impeccable et précis. « Veuillez reformuler votre dernière proposition pour Monsieur Tanaka. » La gorge d'Arthur était sèche. Il prit une gorgée d'eau. Il regarda Isabelle. La regarda vraiment pour la première fois. Le désespoir dans sa poitrine n'avait pas disparu, mais il était maintenant rejoint par un profond sentiment d'admiration et d'incrédulité. Il se noyait, et une main s'était tendue depuis l'endroit le plus inattendu imaginable. « Très bien, » commença-t-il, sa voix retrouvant son ton d'autorité familier, mais avec une nouvelle nuance de prudence. « Monsieur Tanaka, mon offre pour le fonds d'héritage des employés est de 45 millions d'euros. C'est une offre finale. C'est une indemnité de départ généreuse qui… » Isabelle leva une main, un petit geste subtil, mais qui le stoppa net. « Pardonnez-moi, Monsieur Dubois, » dit-elle doucement. « Puis-je suggérer une approche différente ? Le mot « indemnité de départ » implique une fin, une rupture. C'est un concept qui pourrait ne pas correspondre à la vision de Monsieur Tanaka de son obligation. » Arthur la fixa, son ego piqué au vif d'être corrigé, mais la logique de ses mots était indéniable. Il avait essayé de défoncer un mur de briques. Elle lui montrait qu'il y avait peut-être une porte. « Que suggérez-vous » demanda-t-il, la question elle-même étant une concession monumentale. « Laissez-moi la présenter, » dit-elle. « S'il vous plaît, permettez-moi. » Il hocha la tête. Isabelle se tourna de nouveau vers la délégation japonaise. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Arthur Dubois ne comprit pas un seul mot, mais il regarda la tension commencer à s'échapper de la pièce, remplacée par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours, la possibilité du succès. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux était bien plus qu'une simple démonstration de compétences linguistiques. C'était une performance, une chorégraphie diplomatique d'une subtilité qu'il n'aurait jamais cru possible. Isabelle ne se contentait pas de traduire, elle agissait comme un chef d'orchestre, sentant le rythme de la conversation, anticipant les dissonances et harmonisant les deux positions apparemment irréconciliables. Son langage corporel était aussi important que ses mots. La façon dont elle s'inclinait légèrement en s'adressant à Tanaka, le contact visuel respectueux mais ferme qu'elle maintenait, la manière dont elle se tournait vers Arthur, non pas comme une subordonnée mais comme une conseillère, tout cela contribuait à remodeler l'atmosphère. Elle était devenue le pivot sur lequel reposait l'équilibre précaire de 850 millions d'euros. Arthur, un homme qui passait sa vie à évaluer les gens, à les classer en actifs ou en passifs, se retrouva à l'analyser avec une fascination presque clinique. Qui était-elle ? D'où venait cette assurance, cette connaissance profonde d'une culture si complexe ?
Ce n'était pas le genre de compétences qu'on acquiert dans un cours du soir. C'était le fruit d'années d'études et d'immersion. Alors pourquoi servait-elle du champagne dans un restaurant, aussi prestigieux soit-il? Il y avait une histoire là, une histoire qui ne cadrait pas avec le tablier noir et le plateau de service. Cette pensée, ce mystère, le distrayait presque de l'enjeu principal, mais elle le ramenait doucement à la réalité. « Monsieur Dubois » répéta-t-elle calmement, l'invitant à reprendre. Il se racla la gorge, se sentant soudain comme un étudiant devant son professeur. Il avait l'habitude de dominer chaque conversation, de diriger chaque réunion. Pour la première fois, il suivait la direction de quelqu'un d'autre, et cette personne était une serveuse qui, il y a une heure, était invisible pour lui. Cette inversion des rôles était à la fois déstabilisante et, étrangement, un soulagement. Le fardeau de la situation ne reposait plus entièrement sur ses épaules. Il avait une alliée improbable et inattendue, mais indéniablement brillante. « D'accord, » dit-il, acceptant pleinement son nouveau rôle. « Je vous écoute. Comment devrais-je formuler cela ?» Il n'était plus le PDG tout-puissant dictant ses conditions. Il était un client demandant un conseil d'expert. Et dans cet instant de reddition, dans cet aveu qu'il ne savait pas, résidait peut-être sa seule chance de victoire. Il observa le visage de M. Tanaka, qui était maintenant entièrement tourné vers Isabelle, l'écoutant avec une attention qu'il n'avait jamais accordée à Arthur. Le vieil industriel japonais, un homme qui avait négocié avec les plus grands noms de la finance mondiale, était captivé par les paroles de cette jeune femme. Arthur comprit alors que le pont qu'il cherchait désespérément n'était pas un simple traducteur. C'était un interprète culturel, un diplomate, un stratège. C'était la femme assise à sa table. Ce dont Arthur Dubois fut témoin au cours de l'heure suivante n'était pas de la traduction. C'était de l'alchimie. Isabelle Rossi prit son langage commercial américain, direct et axé sur les chiffres, et le transforma en un langage d'honneur, d'héritage et de respect mutuel. Elle ne commença pas par mentionner son offre de 45 millions d'euros. Au lieu de cela, elle commença par une histoire. Dans un japonais impeccable, elle dit « Tanaka-sama ». Avant de discuter de chiffres, M. Dubois m'a demandé d'exprimer sa profonde admiration pour l'histoire de votre entreprise. Il a étudié l'histoire de votre père, Tanaka Hiroshi, qui a fondé cette entreprise sur les cendres de la guerre avec une promesse à ses premiers ingénieurs que leur loyauté serait récompensée par une loyauté à vie. M. Dubois comprend que ce n'est pas une ligne sur un bilan. C'est l'âme de Tanaka Précision. La mâchoire d'Arthur faillit tomber. Il n'avait jamais rien dit de tel. Il l'avait lu dans un dossier de présentation, bien sûr, mais l'avait rejeté comme du baratin sentimental. Pourtant, en voyant la posture rigide de M. Tanaka s'adoucir, en voyant la lueur de surprise et de respect dans les yeux du vieil homme, il comprit. Isabelle ne traduisait pas ses mots. Elle traduisait son intention et l'améliorait au décuple. Elle laissa la déclaration flotter dans l'air avant de continuer. Monsieur Dubois ne souhaite pas rompre cet héritage. Il souhaite l'honorer d'une manière qui assure son avenir. Il propose non pas une indemnité de départ, mais la création du Fonds Héritage Tanaka Hiroshi. Elle prit ensuite la proposition d'Arthur et la recadra complètement. Les 45 millions d'euros n'étaient plus un paiement pour se débarrasser d'un passif. Dans sa narration, ils devinrent l'investissement fondateur, un hommage de Dubois Capital pour créer une fiducie. Cette fiducie ne servirait pas seulement aux retraites. Elle proposa qu'elle puisse également financer des programmes de reconversion, des bourses d'études pour les enfants des employés et des fonds d'amorçage pour les employés vétérans souhaitant créer leur propre petite entreprise après leur retraite. Elle construisait un pont, planche par planche, au-dessus du gouffre culturel qui séparait les deux hommes. Quand elle expliqua le concept à Arthur en français, elle fut d'une efficacité redoutable. Ils ne sont pas tant préoccupés par le montant que par le principe du JRI, l'obligation à vie. Votre offre ressemblait à un pot de vin pour les écarter. Ma proposition la présente comme une continuation de leur service à l'entreprise, en investissant dans leur avenir et celui de leur famille. Cela préserve leur dignité. Arthur était stupéfait. Pouvons-nous faire ça, une fiducie avec des bourses? C'est votre argent, monsieur Dubois. Vous pouvez structurer le fonds comme vous le souhaitez. Le cadre juridique est simple. L'impact culturel, cependant, est monumental. Il hocha lentement la tête, assimilant l'éclat de l'idée. C'était exactement la même somme d'argent, mais la signification était entièrement différente. Ce n'était plus un coût. C'était un investissement en bonne volonté. La négociation devint une conversation à trois, avec Isabelle en son cœur. Monsieur Tanaka, maintenant pleinement engagé, commença à poser des questions en japonais. Et qui administrerait ce fonds? Nous ne pouvons permettre que l'avenir de nos gens soit géré par des spéculateurs étrangers. Isabelle se tourna vers Arthur.
Monsieur Tanaka s'inquiète de la surveillance. Il craint une perte de contrôle sur le bien-être des employés. Arthur, comprenant maintenant le jeu, vit l'ouverture. Dites-lui que le fonds sera co-géré. Un conseil d'administration avec 3 de mes cadres et 3 des siens. Il pourra même en être le président d'honneur. Alors qu'Isabelle relayait cela, un vrai sourire effleura les lèvres de M. Tanaka pour la première fois. L'offre d'un conseil d'administration co-géré avec lui comme président était un immense signe de respect. Cela lui donnait une implication continue et protégeait son honneur. Il restait un dernier point de friction. Kenji, l'associé plus jeune et plus sceptique, souleva une objection. Tout cela est bien beau, mais quelle garantie avons-nous qu'une fois l'acquisition terminée, Duboisson ne dissoudra pas ce fonds dans 5 ans? Isabelle présenta le défi à Arthur. Ils ont besoin d'une garantie de permanence. Arthur n'hésita pas. C'était un territoire qu'il comprenait. Dites-leur que nous l'inscrirons dans le contrat d'acquisition lui-même. Le fonds sera établi comme une fiducie irrévocable. Il ne pourra être dissous sans le consentement unanime du Conseil que nous venons d'établir. Ce sera juridiquement blindé, protégé par les lois françaises et japonaises. Quand Isabelle traduisit cette dernière pièce, l'accord fut conclu. La garantie légale d'une fiducie irrévocable était le coup de maître. Elle prenait la promesse verbale d'honneur et la solidifiait avec la force juridique que Dubois respectait. Monsieur Tanaka se leva. Arthur se leva avec lui, son cœur battant à tout rompre. Le vieil homme ne regarda pas Arthur, mais Isabelle. Il lui parla en japonais. Rossissant, vous n'avez pas simplement traduit des mots. Vous avez traduit l'esprit. En 40 ans d'affaires, je n'ai jamais été témoin d'une telle compétence. Vous avez le cœur d'un japonais et l'esprit d'un stratège occidental. Il se tourna ensuite vers Arthur et lui tendit la main. Monsieur Dubois, nous avons un accord. Arthur lui serra fermement la main. Une vague de soulagement si puissante qu'elle faillit lui faire plier les genoux le submergea. Merci, monsieur Tanaka. Vous ne le regretterez pas. Alors que la délégation japonaise rassemblait ses affaires, se préparant à partir, Arthur Dubois regarda Isabelle Rossi, qui se tenait tranquillement sur le côté, son travail terminé. Il était venu dans cette pièce pour régler un point de friction de 45 millions d'euros sur un accord de près d'1 milliard. Il avait été sur le point d'échouer de manière spectaculaire. Et cette serveuse, cette parfaite inconnue, ne l'avait pas seulement sauvé. Elle avait amélioré son accord, protégé sa réputation et lui avait donné une leçon sur une forme de commerce qu'il n'avait jamais comprise. La question n'était plus de savoir comment il avait eu autant de chance. La question était, qui, au nom du ciel, était-elle? Une fois que M. Tanaka et son équipe furent partis, laissant un silence palpable dans leur sillage, l'adrénaline commença à se retirer du système d'Arthur, remplacé par un profond sentiment de réalité naissante. Il se laissa retomber dans son fauteuil, le cuir moelleux à peine perceptible. Il venait de sauver son entreprise du bord d'un échec catastrophique et humiliant, et il devait tout à cette femme. Isabelle rassemblait tranquillement les verres à eau, ses mouvements aussi précis et discrets qu'il avait été avant que le monde ne bascule. Elle se retirait dans son rôle de serveuse, sa posture et son expression redevenant déférentes et anonymes. Arthur ne pouvait le permettre. « Arrêtez, dit-il. » Le mot était plus sec qu'il ne l'avait voulu. Elle se figea, un verre à la main. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il, adoucissant son ton. « Asseyez-vous. » Elle hésita une fraction de seconde avant de poser le verre sur son plateau et de prendre le siège en face de lui, celui que M. Tanaka venait de quitter. Elle s'assit sur le bord du fauteuil, le dos parfaitement droit. Elle n'était plus une serveuse, ni la négociatrice puissante. Elle était une énigme. Arthur sortit un chéquier de la poche intérieure de sa veste, un outil qu'il utilisait rarement mais gardait pour les moments qui exigeaient une certaine théâtralité. Il décapuchonna son styloman blank. « Je ne sais même pas par où commencer pour vous remercier, » dit-il, sa voix rauque de sincérité. « Vous n'avez pas seulement sauvé l'accord. Vous avez peut-être sauvé toute la stratégie d'expansion de mon entreprise. Ce que vous avez fait ici, c'était du génie. » Il commença à écrire. « Je vais vous faire un chèque. Je veux que vous me disiez le montant. Et ne soyez pas modeste. Quelle que soit la valeur que vous estimez pour votre service, je la doublerai. » Isabelle regarda le stylo planer sur le papier. Son expression était illisible. « Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Dubois. » Arthur s'arrêta, le stylo en l'air. « Excusez-moi. Ce restaurant ajoute des frais de service standard de 20% à l'addition pour les salons privés. Je suis une employée ici. Ce sera suffisant. » Arthur laissa échapper un rire court et incrédule. « Des frais de service ?
Vous venez de négocier un compromis de 45 millions d'euros qui a sécurisé une acquisition de 850 millions, et vous parlez de frais de service? Je pensais à un nombre avec au moins 6 zéros. Il fit un geste avec son stylo. 1 million d'euros, tout de suite, pour votre temps. Il s'attendait à des larmes, un choc, de la gratitude. Il n'obtint rien de tout cela. Le regard d'Isabelle était calme et direct. « Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix douce mais ferme. J'apprécie le sentiment. Vraiment. Mais je ne peux pas accepter votre argent. » Il était abasourdi. Dans son monde, tout le monde avait un prix. C'était la première règle des affaires. Refuser un chèque d'1 million d'euros n'était pas seulement inhabituel. C'était contre nature. Pourquoi pas? Parce que ce que j'ai fait ici n'était pas le service d'une serveuse, expliqua-t-elle. C'était le travail d'une stratège financière et d'une consultante interculturelle. Ce travail a un prix, mais ce n'est pas un pourboire écrit sur un chèque dans un moment de gratitude. C'est une facture. C'est un contrat. C'est une carrière. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit d'Arthur. Le japonais impeccable, la compréhension du JIRI, le recadrage stratégique de son offre. Ce n'était pas une coïncidence. « Vous n'êtes pas une serveuse », déclara-t-il, les mots étant une prise de conscience plutôt qu'une question. « Au cours des 2 dernières années, c'est exactement ce que j'ai été. » Elle rétorqua, une lueur de douleur ancienne dans ses yeux. « C'est un travail honnête. Mais ce n'est pas qui j'étais, et ce n'est pas qui j'ai l'intention d'être. » Arthur rangea son chéquier, sa curiosité maintenant pleinement éveillée. C'était mieux que n'importe quel accord. C'était une découverte. « Très bien, » dit-il, se penchant en avant, tous ses instincts prédateurs d'homme d'affaires maintenant concentrés sur elle. « Oubliez le chèque. Je vous offre un emploi. Tout de suite. Dubois Capital Partners. Choisissez votre poste. Directrice de ma division des marchés asiatiques. Consultante senior. Vous me rendrez compte directement. Choisissez votre salaire. Quoi que vous étiez en passe de gagner chez. » Il s'arrêta, devinant. Goldman ou JP Morgan. Je le triplerai. Une prime à la signature à 7 chiffres. Un package de relocalisation pour notre siège à New York. C'était l'offre d'une vie. Un ticket d'or pour quitter son tablier et retourner dans le monde pour lequel elle était faite. Il observa son visage, s'attendant à voir sa résolution finalement se fissurer, à voir l'ambition qu'elle cachait si clairement jaillir. Au lieu de cela, elle lui fit un petit sourire triste. « Merci, monsieur Dubois. C'est une offre généreuse, mais je dois décliner. » Ce refus le frappa plus durement que le premier. L'argent, il pouvait presque le comprendre comme une question de fierté. Mais refuser une carrière, une position de pouvoir qu'elle avait si magistralement démontré mériter, cela n'avait aucun sens. « Pourquoi » demanda-t-il, sincèrement perplexe. « Vous me dites que vous préférez rester ici à servir du champagne et à débarrasser des assiettes. Je ne veux pas être la serveuse chanceuse que vous avez découverte, dit-elle, sa voix claire et sans trace d'apitoiement. La curiosité d'entreprise que vous avez sortie d'un restaurant. Si jamais je retourne dans ce monde, je le ferai par la grande porte, selon mes propres termes, pas comme une histoire que vous racontez lors de dîner. » Sur ce, elle se leva. « La facture pour le salon et votre repas sera envoyée à votre bureau. Ce fut un plaisir d'être à votre service, monsieur Dubois. » Elle fit une autre petite révérence polie et se tourna pour partir. Arthur Dubois resta seul dans la pièce silencieuse, entouré des débris d'une victoire de plusieurs millions de dollars. Il avait remporté la bataille avec Tanaka Précision, mais il venait d'être complètement déjoué par Isabelle Rossi. Et il était plus intrigué que jamais. Il devait connaître son histoire. Il devait comprendre pourquoi la seule personne qu'il ne semblait pas pouvoir acheter était celle qu'il sentait maintenant ne pas pouvoir se permettre de perdre. Le silence de la pièce était profond, presque assourdissant. Il n'était rompu que par le léger bourdonnement du système de climatisation. Arthur fixa la porte par laquelle elle était sortie, comme s'il s'attendait à ce qu'elle rouvre et qu'elle lui dise que tout cela n'était qu'une plaisanterie, une tactique de négociation pour obtenir une meilleure offre. Mais la porte resta fermée. Il resta assis pendant ce qui sembla être une éternité, revivant la conversation. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait dans son esprit. Ce n'est pas un pourboire. C'est une facture. C'est un contrat. C'est une carrière. Par la grande porte, selon mes propres termes. Ces phrases n'étaient pas des paroles de défi d'une employée frustrée. Elles étaient les principes d'une professionnelle de haut niveau qui connaissait sa propre valeur. Il avait commis une erreur de débutant. Il l'avait traitée comme une marchandise, une solution rapide à son problème, quelqu'un dont les services pouvaient être achetés avec un chèque exorbitant. Il avait tenté d'utiliser son pouvoir, l'argent,
pour la posséder, pour l'intégrer à son empire comme il l'avait fait avec des dizaines d'entreprises. Et elle l'avait rejeté, non pas par orgueil, mais par principe. Elle avait affirmé son indépendance et sa valeur d'une manière qu'aucune de ses cibles d'acquisition n'avait jamais osé le faire. C'était à la fois humiliant et incroyablement impressionnant. Il se leva et se servit un verre d'eau de la carafe sur la table. L'eau était encore fraîche. Il pensa à elle, à son calme, à sa maîtrise. Pendant qu'il paniquait, perdant le contrôle, elle était restée un îlot de sérénité et de compétence. Elle n'avait pas simplement sauvé la situation, elle l'avait élevée. La solution qu'elle avait conçue, le fonds héritage Tanaka Hiroshi, était plus élégante, plus intelligente et plus durable que tout ce que ses équipes d'avocats et de banquiers à New York auraient pu imaginer. Elle n'avait pas seulement comblé un fossé linguistique, elle avait créé un véritable partenariat. Il sourit pour lui-même, un sourire sans humour. Il était venu à Paris pour acquérir une entreprise japonaise de technologie de précision et il avait fini par découvrir un talent humain d'une précision encore plus grande. L'ironie était palpable. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. Des dizaines de messages et d'appels manqués de son bureau de New York, tous demandant des nouvelles de l'accord. Il pouvait maintenant leur annoncer la bonne nouvelle, revendiquer la victoire. Mais la victoire avait un goût étrange. Il se sentait moins comme un conquérant et plus comme quelqu'un qui venait d'entrevoir un monde de possibilités qu'il ne soupçonnait pas. Il ne s'agissait plus seulement de l'accord Tanaka. Il s'agissait d'elle. Une femme de son calibre ne devrait pas débarrasser des tables. Il y avait une anomalie fondamentale dans l'univers, et Arthur Dubois n'était pas un homme qui tolérait les anomalies. Il devait comprendre. Il devait savoir ce qui avait conduit une stratège de classe mondiale à se cacher à la vue de tous dans un restaurant parisien. Sa décision fut prise. Il n'allait pas laisser tomber. Refuser son argent et son offre d'emploi n'était pas la fin de leur interaction. C'était le début. Il avait essayé l'approche frontale, l'offre de puissance brute. Elle l'avait paré sans effort. Il était temps de changer de tactique. Il était temps d'utiliser les outils qu'il maîtrisait le mieux, la recherche, l'information, la stratégie. Il allait découvrir qui était vraiment Isabelle Rossi. Et ensuite, il lui ferait une offre qu'elle ne pourrait pas refuser, non pas parce qu'elle serait écrasante, mais parce qu'elle serait la bonne. Une offre qui ne serait pas une aumône, mais une reconnaissance. Une offre qui la ferait entrer, non pas par une porte dérobée, mais par la grande porte qu'elle avait elle-même définie. Arthur Dubois n'était pas devenu milliardaire en acceptant les refus. Un non n'était pas une conclusion. C'était simplement un problème plus complexe à résoudre. Alors qu'il était ramené à l'hôtel Georges V, il ne fulminait pas contre le rejet d'Isabelle. Il le disséquait. Sa fierté, son insistance à vouloir passer par la grande porte, sa référence à son passé. C'était un puzzle. Et Arthur aimait les puzzles. Il passa 2 appels depuis l'arrière de sa Mercedes Maybach. Le premier fut pour son chef de la sécurité, un ancien agent du Mossad nommé David Cohen, un homme pour qui le mot « discret » était une religion. « David », dit Arthur, la voix basse. « J'ai 2 missions pour vous. Premièrement, je veux savoir exactement ce qui est arrivé à mon traducteur, Georges Albert, aujourd'hui. Je ne veux pas de l'histoire officielle. Je veux la vraie histoire. Vérifier les hôpitaux. Vérifier son appartement. Vérifier les transactions de sa carte de crédit des dernières 24 heures. Je veux savoir ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Et la seconde. La voix de David était rocailleuse, impassible. Une femme. Elle s'appelle Isabelle Rossi. Elle travaille au Cénacle. Je veux tout savoir. Éducation, parcours professionnel, famille, ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, tout. Je veux le dossier sur mon bureau demain matin. Et David, soyez invisible. Le deuxième appel fut pour son équipe juridique à New York. Rédiger les documents d'acquisition pour Tanaka Précision, ordonna-t-il, et préparer les statuts d'une fiducie irrévocable. Nommez-la le fonds héritage Tanaka Hiroshi. Je vous envoie les termes. Je veux que ce soit une forteresse. Il passa le reste de la soirée non pas à célébrer sa victoire, mais à rejouer les événements du salon privé, analysant chaque mot, chaque geste d'Isabelle. Il n'était pas seulement impressionné, il était humilié. Elle n'avait pas seulement utilisé une compétence linguistique. Elle avait déployé une intelligence stratégique et émotionnelle profonde qu'il avait rarement rencontrée, même parmi ses partenaires les plus chevronnés. Le lendemain matin, une mince tablette cryptée fut livrée à sa suite. C'était le rapport de David. Arthur se versa un café noir et commença à lire. Le premier dossier concernait Georges Albert. L'histoire officielle était une intoxication alimentaire due à une huître avariée. La réalité, comme David l'avait découverte grâce à des entretiens et à une caméra de sécurité discrètement consultée d'un café voisin, était bien plus sinistre.
Georges avait déjeuné seul, un sandwich qu'il avait apporté de chez lui. Mais il avait accepté une bouteille d'eau offerte par un coursier qui prétendait que c'était un geste de la part d'une épicerie locale. L'eau avait été coupée avec un agent émétique à action rapide mais non mortelle. La piste du coursier se perdait, mais la société écran qu'il avait payée fut retracée à travers 3 couches d'opacité corporative jusqu'à une société holding appartenant à Vasseur Global Acquisition. Cyrus Vasseur. Arthur sentit une fureur froide s'installer dans ses entrailles. Vasseur était son archirival, un raideur d'entreprise avec la morale d'un serpent à sonnette. Ils étaient les 2 prédateurs alpha de la même jungle, tournant constamment autour des affaires de l'autre. Saboter un traducteur pour faire capoter une négociation à la dernière seconde, c'était exactement le genre de guerre sale et brillante de Vasseur. Vasseur connaissait la faiblesse d'Arthur, sa dépendance excessive envers ses collaborateurs clés et son absence totale de compétences en langue japonaise. Le plan était parfait. Il aurait dû fonctionner. La seule raison pour laquelle il avait échoué était Isabelle Rossi. Il ouvrit le second dossier. Le titre indiquait « Rossi, Isabelle Maria ». Le rapport était exhaustif. Il détaillait sa naissance à Rome, ses études à la prestigieuse université Bocconi de Milan, puis son diplôme de 3e cycle de la London School of Economics, où elle avait obtenu son master en finance, avec une spécialisation dans les marchés de l'Asie de l'Est, en étant major de sa promotion. Il y avait des lettres de recommandation, des prix académiques et une critique élogieuse de sa thèse « Honneur et obligations », les règles non écrites de la gouvernance d'entreprises japonaises de l'après-guerre. Puis venait son historique d'emploi. 2 années exceptionnelles chez Goldman Sachs au département fusion-acquisition. Des archives de ses évaluations de performance exemplaires, sa maîtrise de 4 langues, italien, anglais, français et japonais. Elle était préparée pour un poste d'associé basé à Tokyo. Et puis, tout s'arrêta. Une démission abrupte. Le rapport détaillait la raison, la maladie soudaine de sa mère, Elena Rossi. Il incluait les factures médicales astronomiques d'une clinique privée à Paris, la vente de son petit appartement à Londres, et enfin son contrat de travail au Cénacle, qui coïncidait avec l'admission de sa mère à la clinique. Il incluait même une copie du certificat de décès de sa mère, datant de 6 mois. Arthur se pencha en arrière, la tablette reposant sur ses genoux. Le puzzle était résolu. L'image était maintenant complète et absolument déchirante. Ce n'était pas une femme avec une fierté stupide. C'était une championne déchue, un esprit brillant déraillé par la tragédie et le devoir. Son refus de son argent et de son travail n'était pas de l'arrogance. C'était l'acte de défi de quelqu'un qui avait tout perdu et qui était déterminé à reconstruire sa vie sur des fondations qu'elle avait elle-même créées, pas sur une aumône. Son insistance sur la grande porte était sa façon de réclamer l'avenir qui lui avait été volé. Il comprenait maintenant que sa première offre avait été une insulte, bien qu'involontaire. Il l'avait traitée comme une gagnante du loto. Il avait proposé de faire d'elle une ex-serveuse riche. Mais Isabelle Rossi n'était pas une serveuse. Elle était une égale. La connaissance du sabotage de Vasseur ajoutait une nouvelle dimension dangereuse à la situation. Le plan de Vasseur avait échoué, et il voudrait savoir pourquoi. Il remonterait inévitablement jusqu'à la mystérieuse traductrice apparue de nulle part. Isabelle n'était plus seulement un atout maintenant. Elle était une cible. Elle s'était involontairement retrouvée au milieu d'une guerre entre 2 milliardaires. Arthur prit son téléphone. Il savait ce qu'il devait faire. Sa prochaine offre serait différente. Ce ne serait pas un emploi. Ce serait une alliance. Les 2 jours qui suivirent la négociation dans le salon privé furent empreints de surréalisme pour Isabelle. En surface, le monde avait repris sa forme familière. La douleur dans ses pieds revint avec une vengeance. Le cliquetis des assiettes et les appels exigeants de la cuisine redevinrent la bande-son de sa vie. Pourtant, tout était différent. L'air même autour d'elle semblait avoir changé. Elle n'était plus invisible. Les autres serveurs, les commis, le sommelier, tous la regardaient maintenant. Leur regard était un étrange cocktail de curiosité, d'admiration et d'une pointe amère de suspicion. Des chuchotements la suivaient de la cave à vin à la lingerie. Avait-elle fait chanter le milliardaire? Était-elle sa maîtresse? Ou était-elle, comme le spéculait le personnel de cuisine plus imaginatif, une sorte d'espionne d'entreprise, un agent infiltré placé dans le restaurant pour une telle occasion? Le maître d'hôtel, qu'il avait autrefois traité avec une condescendance méprisante, s'écartait maintenant de son chemin, son visage un masque de déférence anxieuse. Elle était devenue un fantôme à son propre festin, présente mais ne faisant plus partie de la vie qu'elle avait connue. L'anonymat qui avait été son bouclier pendant 2 ans avait été brisé, la laissant se sentir exposée et étrangement seule. La nuit, dans son petit appartement silencieux du 15e arrondissement, le silence était un interrogateur.
Elle s'asseyait avec une tasse de tisane, le chèque de sa part des frais de service, une somme stupéfiante de 3 500 € sur sa table, et remettait en question la santé mentale de sa propre décision. 1 million d'euros, un poste de direction dans l'une des plus puissantes sociétés de capital investissement au monde, un salaire à 7 chiffres. Elle avait tout refusé. Était-ce de la fierté? Oui, indéniablement. Mais c'était aussi quelque chose de plus profond. C'était un instinct de protection féroce pour les restes en lambeaux de la femme qu'elle avait été. Isabelle Rossi de la LSE et de Goldman Sachs n'aurait jamais accepté un emploi né d'une rencontre fortuite. Elle l'aurait mérité par des entretiens, des présentations et des nuits blanches exténuantes. Accepter l'offre impulsive et pleine de gratitude d'Arthur Dubois aurait été une trahison envers cette femme, l'admission qu'elle ne pouvait réintégrer ce monde que par un coup de chance. Pourtant, le doute était une mauvaise herbe tenace. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut les offres d'emploi en finance sur LinkedIn. Analyste senior, associée, vice-présidente. Chacune listait des exigences qu'elle remplissait facilement, suivies du prérequis tacite qui lui manquait, une trajectoire de carrière continue et ascendante. Son interruption de 2 ans, remplie de soins à sa mère et de services en salle, était un gouffre sur son CV. Elle était une brillante stratège, mais dans le monde rigide et impitoyable de la haute finance, elle était une marchandise endommagée. La grande porte dont elle avait si fièrement parlé semblait être barrée et verrouillée. Le poids de son refus, de sa fierté, commença à ressembler moins à un bouclier et plus à une cage. Le 3e jour, alors qu'elle polissait les couverts pour le service du dîner, une femme s'approcha de son poste. Ce n'était pas une cliente. Vêtue d'un tailleur Tom Ford impeccablement coupé, avec une oreillette si discrète qu'elle était presque invisible, elle dégageait la compétence calme et létale d'une assistante de direction de haut niveau. « Mademoiselle Rossi ?» demanda la femme, sa voix basse et directe. « Oui, » répondit Isabelle, posant soigneusement une fourchette. « Je m'appelle Catherine. Je suis l'assistante de direction de Monsieur Dubois. Il sollicite le plaisir de votre compagnie à votre plus proche convenance. Il souhaitait que je vous transmette que le sujet n'est pas un renouvellement de son offre précédente, mais une question de sécurité opérationnelle relative à l'acquisition de Tanaka. » Le message était un coup de maître en communication d'entreprise. Il était professionnel, respectueux et intrigant. Il contournait sa fierté en présentant la réunion comme une consultation, faisant appel à son intellect et à son sens des responsabilités pour l'accord qu'elle avait aidé à conclure. L'expression « sécurité opérationnelle » lui fit parcourir un petit frisson dans le dos. Elle laissait entrevoir des complexités et des dangers qui allaient bien au-delà d'une simple transaction commerciale. « Je termine mon service dans 1 heure, » dit Isabelle. « Une voiture vous attendra à l'entrée de service, » répondit Catherine avec un signe de tête, puis elle disparut, laissant Isabelle tenant une fourchette en argent, son esprit déjà à des kilomètres de la salle à manger. La Maybach était silencieuse et rapide, glissant dans les rues parisiennes comme un fantôme. Elle la déposa non pas dans le grand hall de l'hôtel Georges V, mais à une entrée souterraine privée. Catherine l'accueillit à l'ascenseur, qui monta jusqu'aux Pentouses avec une rapidité silencieuse qui lui noua l'estomac. La suite était à couper le souffle. C'était moins une chambre d'hôtel qu'un appartement tentaculaire organisé par un conservateur de musée. Un immense tableau de Johann Mitchell explosait de couleurs au-dessus d'une cheminée minimaliste, et les baies vitrées du sol au plafond encadraient la tour Eiffel, dont les lumières commençaient à scintiller contre le crépuscule grandissant. Arthur Dubois n'était pas en tenue d'affaires. Il portait un simple tanlet gris et un pantalon sombre, et tenait un verre de ce qui semblait être du whisky. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient vifs, analytiques, et ils se fixèrent sur elle avec une intensité déconcertante alors qu'elle entrait. « Isabelle, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'en souvenait. « Merci d'être venue. Je sais que c'est une imposition. Votre assistante a mentionné une question de sécurité, » dit-elle, restant debout, peu disposée à céder à la formalité de leur relation. « C'est le cas, » dit-il, désignant l'un des moelleux canapés de couleur crème. « S'il vous plaît. Cela pourrait prendre un certain temps. » Elle s'assit, le dos droit, un refus silencieux du confort que le canapé offrait. Il ne s'assit pas en face d'elle, mais prit plutôt un fauteuil légèrement en biais, une position moins conflictuelle. Il semblait choisir chacun de ses mouvements avec le même soin qu'elle avait utilisé dans la négociation. « Avant d'en venir à cela, » commença-t-il, « je voulais vous dire que la charte du fonds héritage Tanaka Hiroshi a été finalisée. C'est une fiducie irrévocable coprésidée par M. Tanaka lui-même. Votre idée ? » Il a été, pour le dire gentiment, profondément ému par le geste. « Vous ne m'avez pas seulement obtenu un accord, mademoiselle Rossi. Vous m'avez trouvé un partenaire pour la vie. » C'était une validation, une reconnaissance silencieuse de sa contribution qui allait au-delà de l'argent. Elle fit un léger signe de tête.
Je suis heureuse d'apprendre qu'elle a été bien reçue. Maintenant, la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir. Il prit une tablette sombre et élégante sur la table basse et la plaça devant elle. Ceci est pour vos yeux seulement. C'est le rapport post-action de mon chef de la sécurité concernant les événements de notre réunion. Il l'observa pendant qu'elle lisait. Le dossier détaillait le sabotage systématique et délibéré de son traducteur, Georges Albert. La bouteille d'eau droguée, le coursier introuvable, la société écran. L'esprit d'Isabelle absorba les informations, les traitant non pas comme une lectrice passive, mais comme une analyste. Elle vit l'efficacité impitoyable, les couches de déni. Finalement, elle arriva à la conclusion, au nom du bénéficiaire ultime, Cyrus Vasseur, PDG de Vasseur Global Acquisition. Vasseur, dit-elle, le nom ayant un goût d'acide. Elle le connaissait de réputation. C'était un vautour qui voyait les entreprises non pas comme des entités vivantes, mais comme des carcasses à dépecer. Il est une épine dans mon pied depuis une décennie, dit Arthur. Il savait que Tanaka était ma pierre angulaire pour l'Asie. Il savait aussi que je venais sans traducteur de secours. C'était un plan parfait. Il aurait dû fonctionner. Son erreur a été la méthode, songea Isabelle, son esprit de stratège prenant le dessus. Un émétique et grossier. Il crée une urgence médicale temporaire et vérifiable. Albert sera de retour au travail dans une semaine. Si Vasseur avait utilisé un pot de vin, offert à Albert un futur poste, il aurait pu lui faire subtilement mal traduire les termes de l'accord. Il aurait pu le saborder de l'intérieur, et je ne serais jamais intervenu. Arthur la fixa, un lent sourire d'appréciation se formant sur son visage. Mon chef de la sécurité a dit exactement la même chose ce matin. Vous voyez l'échiquier avec une clarté qui est rare. Il se pencha en avant et fit glisser l'écran. Un nouveau dossier apparut. C'était le sien. Rossi, Isabelle Maria. Elle vit sa vie mise à nu. Ses réussites académiques, son ascension fulgurante chez Goldman, les critiques élogieuses, puis l'arrêt brutal, les détails cliniques et brutaux de la maladie de sa mère, les dates, les coups, la conclusion inévitable. Elle sentit une bouffée de chaleur de violation, une colère profonde face à cette intrusion dans sa douleur la plus intime. Mais alors qu'elle continuait à lire, la colère fut refroidie par une vague de profonde tristesse. Elle regardait un fantôme, le fantôme de la femme qu'elle était censée devenir. Elle reposa la tablette sur la table, sa main stable. « Vous m'avez fait enquêter. » Ce n'était pas une accusation, mais une déclaration de fait. « Oui, » admit-il, son regard inébranlable. « Après que vous ayez refusé mon offre, je me suis retrouvé avec une question à laquelle je ne pouvais répondre. Pourquoi ? Cela n'avait pas de sens. Je ne l'ai pas fait pour être indiscret, Isabelle. Je l'ai fait pour comprendre. Et maintenant, je comprends. » Il désigna la tablette. Ce dossier ne montre pas une serveuse. Il montre une histoire d'honneur, de giri, qui fait paraître l'engagement de M. Tanaka envers ses employés simples en comparaison. Il montre une guerrière. Il laissa le mot s'installer, lui donnant du poids. Il montre aussi un problème. Le plan de Vasseur a échoué pour une seule raison, vous. Ce n'est pas un homme qui tolère les chèques ou les affaires non classées. Son réseau de renseignements travaille déjà pour découvrir ce qui s'est passé dans cette pièce. Ils vous trouveront. Et un homme qui empoisonnerait un traducteur pour perturber un accord n'hésitera pas à utiliser des méthodes plus persuasives pour s'assurer qu'une menace potentielle est neutralisée. Le danger tacite emplit la pièce opulente. Sa vie tranquille, son anonymat, était terminé. Elle n'était pas seulement entrée dans une négociation. Elle était entrée sur un champ de bataille. C'est donc une évaluation de la menace, dit-elle, sa voix calme. C'est le contexte, la corrigea-t-il doucement, pour une proposition. Pas une offre d'emploi. Une proposition. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Ma dernière offre était impulsive et émotionnelle. C'était une récompense. Celle-ci n'est ni l'une ni l'autre. C'est une décision d'affaires froide et calculée. Vasseur et les hommes comme lui sont ma plus grande vulnérabilité. Ils n'attaquent pas mes bilans. Ils attaquent mes opérations, mes gens, ma réputation. J'ai les meilleurs avocats, les meilleurs banquiers, mais je mène une guerre défensive. J'ai besoin de passer à l'offensive. Il se retourna pour lui faire face, ses yeux brillants d'un but. Je crée une nouvelle division semi-autonome au sein de Dubois Capital. Son mandat est simple. Renseignements stratégiques et contre-mesures compétitives. Ce sera notre épée et notre bouclier. Elle anticipera les menaces, exposera les vulnérabilités de nos rivaux et protégera nos intérêts par tous les moyens nécessaires. Elle sera plus agile qu'un département de sécurité d'entreprise et plus impitoyable qu'une équipe juridique. Il s'arrêta, son regard se verrouillant avec le sien.
Je ne vous offre pas un emploi dans cette division, Isabelle. Je vous demande d'être ma partenaire fondatrice pour la créer. Vous ne rendrez pas de compte à un conseil d'administration. Vous me rendrez des comptes uniquement à moi. Je fournirai un budget de fonctionnement initial de 100 millions d'euros. Vous recevrez une participation de 5% dans la division, acquise immédiatement. Vous construirez votre propre équipe à partir de zéro. Des analystes de la DGSE, des experts comptables judiciaires des grands cabinets, des agents comme David Cohen. Vous aurez une autonomie opérationnelle totale. Votre première mission, dit-il, sa voix baissant, sera de retourner la situation contre Cyrus Vasseur. Je ne veux pas seulement me protéger de lui. Je veux le démanteler. L'offre était audacieuse, à couper le souffle par sa portée. Il ne lui offrait pas une échelle pour remonter dans son ancien monde. Il lui donnait les outils pour en construire un nouveau. Il avait répondu à sa fierté, non pas en l'ignorant, mais en plaçant la barre si haut que la fierté n'était plus pertinente. Ce n'était pas un cadeau. C'était un défi, une déclaration de guerre. Il lui offrait la seule chose dont elle avait plus envie que l'argent ou le statut, un problème digne d'être résolu. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, se tenant à côté de lui, mais pas trop près. La ville scintillait en dessous d'eux, un univers de lumière, chacune une vie, une histoire. Pendant 2 ans, elle avait été l'une des anonymes. Il lui offrait une chance d'être une force qui les déplaçait. « J'ai une condition, dit-elle, sa voix aussi calme que l'air immobile de la pièce. Dites-la, dit-il sans hésitation. La division sera basée ici, à Paris, pas à New York. La guerre que vous décrivez est mondiale. Nous devons être positionnés au carrefour, pas dans la forteresse. » C'était un test, une petite affirmation stratégique de l'autonomie qu'il avait promise. Arthur Dubois la regarda et pour la première fois, il ne vit pas la serveuse, la stratège ou la fille en deuil. Il vit son égal. Il vit la partenaire dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Un sourire sincère, libre de tout calcul, effleura ses lèvres. Je demanderai à l'équipe de l'immobilier d'entreprise de vous envoyer une liste des bureaux disponibles demain matin. Bienvenue à bord, Mademoiselle Rossi. Il retourna à la table et prit une seconde tablette identique, la lui tendant. Puisque vous avez accepté, autant commencer. Isabelle la prit. L'écran s'alluma, affichant un diagramme de réseau complexe. En son centre se trouvait une photo de Cyrus Vasseur. Des dizaines de nœuds en partaient. Société holding, personnel clé, relations politiques, actifs supposés. C'est tout ce que mon équipe a sur l'ensemble de l'opération de Vasseur, dit Arthur. C'est une forteresse. Par où commençons-nous même à l'attaquer? Les yeux d'Isabelle balayèrent le diagramme. Son esprit bougeait déjà, reliant les points, voyant les motifs. L'épuisement des 2 dernières années, le deuil, le doute, tout s'évanouit, remplacé par le feu blanc et brûlant de l'intellect pur et concentré. Une lueur de chasseur apparut dans ses yeux. Elle leva les yeux vers lui. « Chaque forteresse a une fissure, monsieur Dubois, dit-elle, sa voix remplie d'une confiance nouvelle et dangereuse. Et la faiblesse d'un homme comme Cyrus Vasseur, c'est qu'il pense n'en avoir aucune. Nous ne commençons pas par attaquer ses affaires. Nous commençons par la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. » Elle tapota un petit nœud apparemment insignifiant sur le graphique, un nom sans affiliation d'entreprise. Nous commençons par son ego. Et ainsi, l'histoire du milliardaire et de la serveuse prit fin. Mais l'histoire d'Arthur Dubois et d'Isabelle Rossi ne faisait que commencer. C'est un rappel puissant que les esprits les plus brillants et les caractères les plus forts peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Cela nous montre que la vraie valeur n'est pas toujours cotée en bourse et que parfois, les plus grandes opportunités ne découlent pas de nos plans, mais des moments où nos plans s'effondrent. C'est une histoire d'honneur, de seconde chance et du pouvoir incroyable de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas seulement pour le rôle qu'ils jouent. Qu'avez-vous pensé du parcours d'Isabelle? Avez-vous déjà vu le talent caché de quelqu'un briller dans une crise? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux. Si cette histoire vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de triomphe et de transformation. Merci de votre écoute.